À votre avis, qui je suis pour vous? Quelle question stupide. Un mec de YouTube. Personne. Et si j'étais votre cousin? Vous vous êtes déjà demandé combien d'ancêtres vous avez? Et où ils finissaient? Et quelle est la chance que l'un d'entre eux soit aussi un cousin pour moi, alors que j'étais né en Ukraine? Vous vous souvenez de ce jeu viral en 2014 où tu fais glisser des tuiles numérotées sur une grille et quand deux nombres identiques se touchent, ils fusionnent pour doubler 2, 4, 8, 16 et jusqu'à 2048. Eh bien, votre arbre généalogique, c'est pareil. Je colle un premier carré, 2, c'est tes parents, normal. Je colle le suivant, 4, tes grands-parents. Puis 8, à chaque génération, il y a toujours 2 fois plus. Ici, en même temps, vivent 16 de vos parents, et ici 32. Et on dirait que ça peut continuer à l'infini, mais voyons si ça peut être comme ça en réalité, avec l'aide des maths. Voilà ces mêmes 16 ancêtres à la 4e génération, 32 à la 5e, mais on continue l'arbre vers le passé et on voit qu'il y a seulement 29 générations, vos ancêtres seraient déjà 537 millions. C'est une fois et demie plus que la population de la Terre à l'époque. On continue encore jusqu'à la 40e génération. Avec nos maths, on voit que vos ancêtres deviennent plus d'1 trillion, c'est 1000 milliards. Et en plus, on se rappelle qu'ils auraient dû vivre à peu près au même moment. Comment c'est possible? 1 trillion de personnes vivant en même temps. C'est plus que d'étoiles dans la Voie lactée. Pour l'instant, ils ont compté à peu près 200 milliards. Une seconde. Sur la planète, sur toute l'histoire, il n'a jamais vécu autant de gens. On estime qu'ils ont vécu environ 100 milliards. Mais 1 trillion d'ancêtres, depuis l'apparition de notre espèce, c'est à peu près 7000 générations, il devrait y avoir 2 puissance 7000 personnes. C'est juste irréaliste, c'est absurde, c'est juste bordel à quel point c'est énorme. On dirait qu'on s'est planté quelque part. Et qu'en réalité, nos familles sont organisées beaucoup plus compliquées. Moi, je me suis plongé dans cette Santa Barbara familiale. Et j'ai compris que l'humanité, il y est bien plus fort que vous ne le pensez. Maintenant, vous allez découvrir quel roi était votre ancêtre. Pourquoi quand on crie dans la rue « Eh frérot », c'est la pure vérité. Quand est apparu le tout premier humain. Quand sur la Terre ont vécu de vrais Adam et Ève biologiques et pourquoi ils ne se sont jamais croisés. Quand le singe va enfin devenir un humain. Et à quoi ressemble l'ancêtre commun de tout le vivant. Ok, donc on a compris, chacun de nous ne peut pas avoir 2 puissance 7000 ancêtres. Si c'était le cas, alors où que vous croisez la Terre, il y aurait des cadavres. Plus de ça, il aurait rempli tout l'univers. Partout, il y aurait des cadavres. Il n'aurait pas assez de place dans l'univers pour rassembler autant de cadavres. Bref, alors où est-ce qu'on s'est trompé? On s'est trompé en décidant qu'une personne ne peut occuper qu'une seule place dans ce truc-là. Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez déjà deviné où est le piège? Oui, ce fameux mot qui est difficile à prononcer devant quelqu'un, et même en général, même dans sa tête, on se sent un peu mal à l'aise. L'inceste, ou le mélange de sang entre les parents proches ou cousins, peu importe. La société, encore avant même la civilisation, condamnait ça, mais continuait à le faire. Voilà à quoi ressemble un arbre généalogique idéal. 14 ancêtres en 3 générations. Et voilà l'arbre si une famille est créée par un cousin ou une cousine. Il y a déjà 2 ancêtres de moins, parce que les parents ont une grand-mère et un grand-père en commun. Pendant des milliers d'années, c'était souvent ça. Tu es né dans un coin, tu vis dans un coin. Tu te maries dans le coin. Et ton marché amoureux, c'est pas la planète. C'est un rayon de 10 km, et là, forcément, les branches se croisent. Je te donne une image simple. Un arbre généalogique, vu de face, ça a l'air de s'ouvrir comme un éventail. Mais vu à l'envers, c'est plutôt des ruisseaux qui se rejoignent. 2 ruisseaux deviennent une rivière. 2 rivières deviennent un fleuve. Donc plus tu remontes, plus les lignes familiales fusionnent. Et ça a un nom. Un peu barbare, mais l'idée est très simple. L'effondrement de pedigree. En gros, dans ton arbre, la même personne peut apparaître plusieurs fois. Pas parce qu'elle a des pouvoirs, juste parce que dans des petites populations, des cousins finissent par se marier même sans le savoir.
Et du coup, la même arrière-arrière-arrière-grand-mère se retrouve branchée à toi par plusieurs chemins. Et c'est là que ton paquet de post-it devient intéressant, parce que au début, tu colles un post-it pour chaque ancêtre. Puis tu remontes. Et là, tu réalises un truc bizarre. Mais ce post-it là, il a déjà été collé. Et au lieu d'en rajouter un nouveau, tu relis à deux branches. Et plus tu remontes, plus ça arrive. Au bout d'un moment, tu n'en rajoutes presque plus de nouveaux post-it. Tu passes ton temps à recoller les mêmes. Ouais. C'est ça, la vraie forme de notre histoire. Pas un arbre propre, mais un gigantesque réseau. Et là, ça produit une conséquence complètement folle. Si les branches se recollent sans arrêt, ça veut dire que tôt ou tard, elles finissent par se rejoindre sur des gens communs. Et pas un peu communs, genre un ancêtre commun à énormément de monde. Des chercheurs ont tenté d'estimer à quel point ce mélange est rapide, et le résultat est dérangeant. Par exemple, pour l'Europe, certains modèles suggèrent qu'un ancêtre commun à tous les Européens actuels pourrait avoir vécu il n'y a pas si longtemps. Pas au temps des pyramides, pas au temps des dinosaures. Non, quelques centaines d'années. Ça veut dire qu'un jour, quelque part, vers la fin du Moyen-Âge, il y avait une personne, probablement totalement inconnue, qui est devenue, sans le vouloir, un ancêtre pour tout le monde en Europe. Ouais. Pas un roi forcément, pas une star. Juste quelqu'un qui a eu des descendants, qui ont eu des descendants et dont la ligne a fini par se glisser partout. Et si tu élargis à l'échelle du monde, certaines estimations te disent un truc encore plus violent. L'ancêtre commun le plus récent de tous les humains vivants aujourd'hui pourrait avoir vécu il y a seulement quelques milliers d'années. Quelques milliers, c'est rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que si tu remontes assez loin, tu ne tombes pas sur un premier humain mythique. Tu tombes sur un inconnu, quelqu'un qui a eu juste la chance statistique d'être sur la bonne branche au bon moment. Et là, je sais ce que tu dis. Ok, mais si on a tous un ancêtre commun, ça veut dire qu'on est tous cousins? Oui, mais attention, on n'est pas en train de dire qu'on est tous cousins au même niveau. Genre, salut cousin, tu viens au barbecue dimanche. Non. On parle d'une parenté mathématique inévitable, parce que dans une population qui se mélange même lentement, ton arbre ne peut pas s'atteindre à l'infini sans se plier sur lui-même. Le paradoxe du doublement n'est pas un paradoxe, c'est juste une preuve que notre histoire est un énorme mélange. Les maths ne mentent pas, elles crient juste un truc qu'on oublie tout le temps. Les branches se recollent. Et maintenant, la vraie question c'est d'accord, elles se recollent, mais comment exactement? Parce que là, on vient de parler d'ancêtres dans ton arbre, mais est-ce que ça veut dire que tu portes encore quelque chose d'eux dans ton corps, dans ton ADN? Et là, on arrive au piège préféré de notre cerveau. Ancêtre commun ne veut pas forcément dire ADN commun. On garde le paquet de post-it sur la table et on sort un deuxième objet. Un truc que tout le monde a déjà touché. Un jeu de cartes. Parce que l'ADN, c'est un peu ça. Sauf qu'au lieu de cartes, roi de cœur et 7 de pique, c'est des bouts d'instructions. Couleur des yeux, groupe sanguin, taille potentielle et surtout un paquet de trucs dont tu n'as jamais entendu parler. Et le principe est cruel mais simple. À chaque génération, tu ne récupères pas tous les parents. Tu récupères grosso modo la moitié de leur jeu. Et l'autre moitié, elle disparaît pour toi. Elle part dans la vie de tes frères, tes soeurs, tes cousins, ou elles se perdent complètement. Imagine la scène. Tes deux parents arrivent chacun avec leur paquet de cartes. Le croupier, la nature, mélange, coupe, échange de cartes entre les deux paquets, oui, elle triche un peu. Puis, elle te tend un nouveau paquet, le tien. Et ce paquet-là n'est jamais une copie, c'est un remix. Résultat, même si ton arbre généalogique grossit, ton ADN, lui, il est limité. Ton corps ne peut pas contenir un petit échantillon de chaque ancêtre à l'infini. Donc au bout d'un moment, tu as forcément des ancêtres qui sont dans ton arbre, mais qui n'ont rien laissé de visible dans ton ADN. Et c'est là que naît la phrase la plus frustrante de toute la généalogie moderne. Tu peux être descendant de quelqu'un sans avoir hérité de lui. Ça paraît contre-intuitif. Alors je te fais la version vocale. Imagine 3 bocaux transparents. Dans le premier, tu mets de l'eau claire et une goutte de couleur en rouge. Ça devient rouge, évident. Maintenant, tu verses la moitié du bocal dans un deuxième bocal. Tu complètes avec de l'eau claire. C'est encore rouge, mais plus clair. Tu recommences et tu recommences.
Au bout d'un moment, le rouge est toujours là, en théorie. Mais à l'œil nu, tu vois quoi? De l'eau, ouais. L'ADN, c'est pareil. À force de couper et de mélanger, l'empreinte d'un ancêtre lointain peut se diluer jusqu'à devenir indétectable. Il n'a pas disparu de ton histoire familiale. Il a juste disparu de la petite partie de l'histoire que ton ADN arrive à raconter. Et ça, c'est la source numéro 1 des malentendus avec les tests ADN. Les gens font un test, voient 2% de ceci, 8% de cela, et ils croient avoir trouvé leur arbre complet. Alors que non, t'as trouvé un selfie très partiel, pris dans une pièce sombre avec le flash qui éclaire ton meuble et laisse tout le reste dans l'ombre. Même sur un cas ultra connu, ça casse les idées reçues. Prends Charlemagne par exemple. Généalogiquement, si ta famille est européenne depuis longtemps, il y a de grandes chances que tu aies Charlemagne quelque part dans ton arbre. Et pas parce que tu es royal, mais parce que, avec le mélange des lignes avec le temps, les ancêtres finissent par se répandre comme de l'encre dans l'eau. Sauf que génétiquement, rien n'oblige ton ADN à porter encore un morceau identifiable de Charlemagne. Et même si tu en portais un, ça ne prouvait pas une ligne directe pure. Ça prouvait juste que parmi des milliers de chemins possibles, un petit bout a survécu jusqu'à toi. Donc, on a deux arbres qui se superposent, mais qui ne se racontent pas la même histoire. L'arbre généalogique répond à qui est relié à qui. L'ADN répond à qu'est-ce qui a survécu dans mon corps après des siècles de mélange. Et devine quoi? Ce n'est pas la même question. Et maintenant, on arrive au chapitre préféré des débats sur Internet, celui où les commentaires s'enflamment. Ok. Alors, c'est qui Adam et Ève? Attention parce que là, il y a un piège à deux étages. Quand les scientifiques parlent d'Ève mitochondriale, ils ne parlent pas de la première femme, ni de la seule femme. Ils parlent d'un truc beaucoup plus technique. La femme, dans la ligne maternelle, mère, a fini par être la seule à survivre jusqu'à nous, dans le petit bout d'ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Et c'est pareil pour Adam chromosomique Y. Ce n'est pas le premier homme, c'est l'homme dont la ligne purement parentale, père, a fini par être la seule à survivre jusqu'à aujourd'hui. Déjà, tu vois le délire. On parle de deux fils très fines dans une énorme corde. L'immense majorité de ton arbre n'est pas sur ces fils-là. Et deuxième piège, Adam et Ève génétiques ne sont pas obligés d'avoir vécu en même temps. Ce sont deux histoires séparées. Une histoire de ligne maternelle, une histoire de ligne paternelle. Elles peuvent se croiser dans le temps, ou pas. Ouais. Ce n'est pas un couple de films romantiques, c'est juste une coïncidence statistique de survivance de ligne. À l'époque où vivait Ève mitochondriale, quelque part autour de 150 à 200 000 ans, selon les estimations, il y avait déjà plein d'autres femmes. Des milliers, et elles ont eu des enfants aussi. Simplement, leur ligne maternelle pure ont fini par s'éteindre à un moment. Pas assez de filles ou pas assez de descendance ou des branches qui se coupent. Alors que la ligne de cette Ève-là, elle a continué génération après génération jusqu'à nous. Et c'est exactement pareil pour Adam Y, souvent estimé autour de quelques centaines de milliers d'années. Il n'était pas seul, il n'était pas le début, il est au bout d'un fil qui n'a jamais cassé. Donc oui, on peut avoir un ancêtre commun sans porter son ADN. Et oui, on peut parler d'un dernier ancêtre commun pour une ligne très précise, sans que ça raconte toute l'humanité. Notre ADN ne garde pas un souvenir fidèle. Il garde un résumé, un patchwork avec des pages arrachées. Et maintenant, on peut remonter encore plus loin, hors de notre espèce. Et là, la question devient vraiment gênante. Si on remonte vers nos cousins primates, à quel moment exactement le singe devient humain? Et je te préviens, c'est une des questions qui a l'air simple, mais qui en fait est un piège en cerveau. Un piège à cerveau très courant, parce qu'on imagine l'évolution comme une échelle. En bas, les singes, au milieu, un truc bizarre, et là-haut, nous, comme si on avait gagné le jeu. Sauf que l'évolution, ce n'est pas une échelle. C'est un buisson, un réseau, un truc qui part dans tous les sens. Et nous, on n'est pas au-dessus des autres, on est à côté. Vraiment à côté, comme des cousins à un repas de famille. Tu n'es pas plus évolué que ton cousin, tu es juste arrivé par un autre chemin. C'est là qu'on doit démonter la phrase la plus trompeuse du monde. On descend de singes. Non, on ne descend pas d'un chimpanzé qui se serait dit un matin, allez, aujourd'hui je tente un CD chez
les humains. Les chimpanzés et les bonobos, ce ne sont pas nos ancêtres, ce sont nos cousins. On partage avec eux un ancêtre commun. Et ensuite, nos routes se sont séparées. Imagine un Y. En bas, tu as un point, l'ancêtre commun. Puis, ça se sépare en deux branches. D'un côté, ça mène vers nous. De l'autre côté, ça mène vers les chimpanzés et les bonobos. Et ce qui est important, c'est ça. Depuis cette séparation, les deux branches continuent d'évoluer. Les chimpanzés aujourd'hui ne sont pas restés au point de départ. Ils ont eu leur propre histoire, leur propre adaptation, leur propre galère, leur propre carrière. Ok, mais où est la frontière? Où est le moment où on peut dire là, ça y est, c'est humain? Et c'est là que la question se retourne contre nous. Parce que si l'évolution faisait un saut net, on devrait pouvoir trouver un premier humain, super évident. Un individu unique, isolé, dont tous les autres disaient « Bon, bah voilà, lui, c'est le premier, fin du débat ». Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un interrupteur singe humain, c'est plutôt un dégradé. Un peu comme un crépuscule. À quel moment exact le jour devient la nuit? Et bonne chance. Tu peux choisir un instant, mais ce sera toujours un choix arbitraire. Et l'évolution, c'est pareil. Il y a une zone floue où des traits apparaissent petit à petit, se stabilisent, se combinent sur les milliers et des milliers d'années. Tu peux même te faire un petit test mental. Ouais. Imagine une suite de photos, génération par génération, sur des dizaines de milliers d'années. Et tu poses la photo numéro 1 à côté de la photo numéro 2. Et elles se ressemblent énormément. Là, 2 à côté de 3. C'est pareil. Et ainsi, suite jusqu'à la photo 10 000. Et là, tu compares la photo 1 avec la photo 10 000. Tu vois une différence énorme. Mais tu n'arriveras jamais à pointer un seul cliché et dire c'est ici que ça bascule. Parce que la transition, elle est dans la continuité. Et si tu veux des critères concrets, on peut regarder des paquets de traits. Par exemple, les marcher longtemps debout, avoir une main hyper habile, avoir un cerveau plus gros. Sauf que ces traits n'arrivent pas d'un seul coup, ni tous ensemble. C'est comme construire une machine en ajoutant des pièces au fil de temps. Une roue par ici, un renage par là, et à la fin, t'as un truc très différent. Mais tu n'as jamais eu de moment magique où la machine apparaît instantanément. Et ça, c'est fascinant pour une raison. Ça prouve que l'évolution n'est pas un conte avec un seul héros qui avance tout droit. C'est un monde où plusieurs groupes coexistent, se séparent, se recroisent parfois, puis repartent. Et quand tu regardes ça, la question où est la frontière devient presque une mauvaise question. Ce que tu cherches, c'est une ligne. Ce que la nature te donne, c'est une zone. Donc l'idée est simple, les chimpanzés ne se transforment pas en humains. Et nous, on n'est pas la version finale du vivant. On est une branche parmi d'autres, avec un ancêtre commun quelque part en bas, et une histoire qui continue. Et là, forcément, tu sens le vertige arriver. Parce que si la frontière humain-singe est floue, la frontière humain-animal l'est encore plus. Et si on remonte encore plus loin, la question devient carrément cosmique. Jusqu'où remonte notre parenté? Parce qu'à force de remonter, ton arbre ne va pas juste te relier aux autres humains. Il va te relier aux mammifères, puis aux reptiles, puis aux poissons, et à un moment, tu vas te rendre compte d'un truc presque insultant. Tu as de la famille chez les bactéries. Oui, on y est. Remonte avec moi, très vite, comme un montage accéléré dans un film. Toi, primate, mammifère, vertébré, poisson. Et puis tu sors des os, tu sors des fossiles, tu sors des crânes. Et tu entres dans un autre monde, celui des mécanismes qui sont partagés par tout le vivant. Le langage de base, la grammaire. Parce que là où les fossiles te racontent des formes, l'ADN te raconte des recettes. Et certaines recettes sont si vieilles, si fondamentales, qu'on les retrouve partout. Chez toi, chez une algue, chez une levure, chez une bactérie. Et c'est là qu'on introduit un personnage incroyable, que personne n'a jamais rencontré, mais que tout le monde porte un peu en soi. Lucas, le dernier ancêtre commun universel. En gros, le dernier point de convergence avant que les grandes branches du vivant partent chacune de leur côté. Attention, Lucas n'est pas la première vie. Ce n'est pas le premier être vivant apparu sur Terre. C'est juste le dernier ancêtre commun de tout ce qui est vivant aujourd'hui. Imagine un tronc et ensuite des branches géantes qui partent. Bactéries, archées, eucaryotes, donc nous. Lucas, c'est un point très bas sur ce tronc.
juste avant la grande séparation. Et évidemment, tu te demandes, ok, mais comment on peut savoir qu'elle existait si on n'a pas son squelette, pas sa photo, pas son compte Insta? On le déduit, comme un détective, pas avec un fossile, mais en comparant ce que le vivant a gardé en commun. Tu prends des organismes très différents, genre une bactérie, une archée et toi. Et tu te demandes qu'est-ce qui est identique ou presque chez les trois. Et si tu trouves des éléments ultra conservés, des morceaux essentiels qui ont quasiment pas changé, tu te dis ok, c'était déjà là avant que ça se sépare. Et plus tu fais ça à grande échelle, plus tu peux reconstruire un noyau de ce qui devait exister chez l'ancêtre. Et là, c'est payoff de notre objet de début, les post-it. Au départ, tes post-it c'était des ancêtres, des gens, des visages, des histoires. Maintenant, tu reprends les mêmes carrés et tu changes juste l'étiquette. Ce ne sont plus des personnes, ce sont des gènes, des fonctions, des mécanismes, comme si ton arbre généalogique se transformait en arbre biologique. Imagine, tu prends un paquet de post-it et tu dis, ça, c'est un noyau de gènes qu'on propose pour Lucas. Pas besoin de tous les détails techniques, l'idée c'est que Lucas n'était pas un simple goutte dans le vide, c'était déjà un être, ou une population d'êtres avec une machinerie assez sérieuse pour fonctionner, se reproduire et transmettre un langage biochimique. Un truc petit mais pas simple au sens naïf. Et quand on essaye d'imaginer où un truc pareil pouvait vivre, il y a une image qui revient souvent. Des environnements riches en chimie, comme des sources hydrothermales au fond des océans. Un endroit où l'énergie et les molécules circulent, où la chimie fait des expérimentations en permanence. Et ce n'est pas sûr à 100%, il y a des débats, mais ce décor-là a un pouvoir narratif énorme. Tu commences avec tes ancêtres sur une table, et tu finis dans un monde sous-marin, chaud, sombre, chimique, où la vie apprend à parler, et là, la boucle se ferme. Avant, ton arbre te semblait infini et absurde. Trop d'ancêtres, trop vite, trop impossible. Maintenant, tu as 3 étages, très clairs. Là-haut, la généalogie, les post-it humains, les ancêtres qui se recollent. Au milieu, l'ADN, le mélange des cartes, les morceaux qui disparaissent. Et en bas, le tronc du vivant, Lucas, le langage commun que tout le monde partage encore. Ton arbre ne finit pas dans un château, ni chez un roi, ni même chez un premier humain. Ton arbre finit dans la chimie. Et plus tu descends, plus tu te rends compte que ton cousinage ne s'arrête pas à nous. Il englobe tout. Parce que oui, t'es cousin avec la moitié de la planète, et très très lointain cousin avec tout le vivant. Et ça change un truc. T'es pas un point isolé, t'es un nœud dans un immense réseau. Un nœud temporaire, mais connecté. Alors la prochaine fois que tu regardes quelqu'un dans la rue en mode on n'a rien à voir, rappelle-toi, statistiquement, quelque part, vos arbres se touchent. Et la prochaine fois que tu regardes un animal, rappelle-toi, ce n'est pas l'autre équipe, c'est juste une branche voisine. Et comme toujours, entraîne ton cerveau et à la prochaine.